Oublieuse mémoire. J'emprunte ce titre à un recueil de poèmes de Jules Supervielle dont voici les premiers vers. Pâle soleil d'oubli, lune de la mémoire. J'y vois le signe non d'une opposition mais d'une alliance entre la mémoire et l'oubli, la lune et le soleil. Imaginons l'inimaginable, que notre cerveau soit un ordinateur de la nouvelle génération capable de conserver tout ce qu'il a enregistré, engrammé. Ce que nous avons ressenti, éprouvé, ce qui nous a troublés est hors de son pouvoir. Le cerveau ordinateur, l'homme neuronal, l'homme machinal ignore l'affect, mémoire morte, présent, écrasé. Je n'archive rien, je jette mes manuscrits, je ne conserve que quelques jours les lettres des amis répugnants à m'en séparer aussitôt lus, car les jetés, à peine reçus, seraient rejetés aussi leurs auteurs. Je brûle les lettres des femmes animées que j'ai pu recevoir. J'ai connu quelqu'un qui conservait un double de ses propres lettres, comme il devait s'aimer. Je m'étonne que des écrivains confient de leur vivant leurs archives à des institutions comme l'IMEC ou une bibliothèque. Ces archives sont constituées de leurs manuscrits dans leurs différents états. Cela pourrait intéresser la critique génétique de leur correspondance avec d'autres écrivains de leurs dossiers de presse, de leurs journaux intimes. Pourquoi pas une publication posthume? Je note de notes éparses, sait-on jamais. Un futur biographe fera son miel de tout cela. J'exagère. Il m'est arrivé de conserver des cours que j'avais donnés du temps où j'enseignais, des documents recueillis pour un livre que j'entreprenais d'écrire ou que je n'ai jamais écrit. Des feuilles où je notais des réflexions, des citations me disant qu'ils pourraient me servir un jour, plus tard. Ces dossiers, ces papiers, ces feuilles volantes qui n'ont jamais pris leur envol. Je ne les ai jamais consultés. Je vais les mettre à la corbeille tout à l'heure. Mon lieu de l'archive est ma mémoire. Toutes les inscriptions gravées sur la mémoire inconsciente reparurent comme par l'effet d'une encre sympathique. Est-ce d'un texte de Freud, du Wunderblock, le bloc-notes magique, que j'extrais cette citation? Non, elle est de Baudelaire. Inscription, trace mnésique, notion clé de l'œuvre freudienne. J'écris ces pages sous forme de fragments et je les numérote pour à la fois les disjoindre et leur donner semblant d'ordre, dans l'espoir qu'une logique, qu'une progression improbable finiront par apparaître. Je crois, en procédant ainsi, être fidèle au fonctionnement de la mémoire, de la mienne en tout cas. Elle est fragmentaire, discontinue. Le genre de l'essai ne lui conviendrait pas, celui de la narration moins encore. Ce que les psychanalystes prescrivent à leurs patients, associés librement sans tenir compte de la cohérence des propos, sans écarter ce qu'ils tiennent pour insignifiant ou incongru, ouvrir grand le passage aux idées qui viennent et aussi mettre en mouvement la mémoire, permettre la résurgence de souvenirs enfouis et la réapparition de traces infimes inscrites dans un lieu psychique, inaccessible à la conscience. Se soumettre à la règle fondamentale, c'est s'approcher des fondements de la mémoire. Archive. La comparaison s'est vite imposée à Freud. Elle est explicitement évoquée dans les études sur l'hystérie en 1895. Tout se passe comme si l'on dépouillait des archives dans un ordre parfait. Elle est d'autant plus satisfaisante qu'elle témoigne de la conservation du passé et que ce passé est classé selon différents critères, chronologiques, thématiques, degré d'accessibilité, etc. On dirait que le psychanalyste, dans son fauteuil, s'est transporté rue des archives. Il lui faut seulement s'armer de patience, déchiffrer des documents, souvent peu lisibles,
les comparer, relever leurs contradictions, deviner ce qu'ils dissimulent. Dur labeur, mais comme l'enquête est riche de trouvailles et au bout du compte fructueuse. L'analogie avec les archives satisfait assurément l'analyste, enquêteur, détective. Elle lui donne à croire que l'amnésie, jusqu'à celle touchant les premiers temps de l'enfance, peut être levée, que rien n'échappe à la remémoration, que notre mémoire rassemble des collections d'archives. Michelet, enfant, visite le musée des monuments français. Il y voit les tombeaux des gisants. Il dira lui-même que c'est de là, dans la vision de cette sorte de scène primitive, qu'est née sa vocation d'historien aspirant à la résurrection intégrale du passé. Résurrection intégrale veut fou, mais grandiose. À défaut d'un Michelet, nous cherchons nous aussi, plus modestement, à réaliser ce vœu quand, dans notre rêve, nous donnons vie à nos disparus. Ils ne sont pas perdus. Nous ne les avons pas abandonnés. Ce sont nos visiteurs de la nuit, des fantômes sans doute, mais qui nous protègent et que nous protégeons de la mort. Fragile résurrection, ce ne sont là que des images sans chair, de brèves hallucinations. Michelet va plus loin. J'ai bu le sang des morts. Préserver le lien qui unit les vivants et les morts, voir dans Platon, dans Shakespeare, nos contemporains remonter toujours plus loin dans le temps, il arrive que les enfants, surtout ceux qui ont été adoptés, se passionnent pour la préhistoire. Devenus âgés, ils occupent leurs longues heures creuses à la construction de leurs arbres généalogiques, un arbre et ses racines. Cuvier reconstitue les dinosaures. Chateaubriand écrit ses mémoires d'outre-tombe. Jean Delay, ses avant-mémoires. Avant, après, nous acceptons mal notre finitude. Nous ne voulons pas être réduits à notre existence éphémère, à n'être rien d'autre qu'un individu. Nous cherchons à nous approprier ce temps où nous n'étions pas nés. La passion actuelle pour le patrimoine à sauvegarder, tant le présent nous déçoit, l'avenir nous inquiète. Monuments, usines désaffectées, outils disparus, plaques commémoratives posées sur les maisons où des personnages célèbres ont vécu, autant d'archives. Si la mémoire, si la divinité mnémosyne nous entraîne bien au-delà de ce que permet la consultation des archives, elle n'obéit pas à la chronologie, ne se soucie guère des dates, elle mêle les temps comme le font ses rêves ou l'infantile et un incident du jour précédent, le reste diurne, vont à la rencontre l'un de l'autre. Le rêve, comme la mémoire vive, détient l'étrange pouvoir de nous rendre, mais pour un temps, présents dans le passé. Comme l'écrit Jean-Pierre Vernant, parlant de mnémosyne, le passé ainsi dévoilé est beaucoup plus que l'antécédent présent. Il en est la source. Mémoire vive, source vive, une source ne cesse de jaillir. Elle réveille les eaux dormantes. Comparée à elle, l'archive, même délivrée de sa couche de poussière, peine à s'animer. Différencier les souvenirs des traces. Les souvenirs, à commencer par les souvenirs d'enfance, sont toujours plus ou moins reconstruits, déformés. Nous les entretenons avec soin, nous y tenons comme à des êtres aimés. Peu nous importe qu'ils soient ou non des fictions, tant ils nous sont précieux. Ils sont la preuve de notre singularité. À chacun ses souvenirs, ils ne se partagent pas. Plus forte que l'évocation du souvenir, la réminiscence soudaine, inattendue, qu'une sensation actuelle suscite comme une divine surprise.
Mémoire oublieuse.